Mesdames et messieurs, bonsoir, chers collègues. Je vais donner la parole à monsieur Éric Le Cerf, directeur général des services, afin de procéder à l'appel. Monsieur Jules. Présent. Monsieur Pruvot. Présent. Madame Boulogne. Monsieur Delporte. Madame Caron. Monsieur Dequet. Madame Bernard. Monsieur Pascal. Madame Bernardini. Monsieur Latry. Monsieur Viard. Madame Duhamel. Monsieur Level. Monsieur Fasquelle. Monsieur Amphrey. Madame Delporte. Monsieur Beaujeu. Madame Mille. Madame Divoire. Monsieur Savéran donné pouvoir à Monsieur Amphrey. Madame Ouatté. Madame Sylvestre. Monsieur Fourcroy. Madame Lacroix. Madame André-Jacques. Monsieur Condette. Monsieur Miellot. Madame Leporc. Madame Lebon a donné pouvoir à Monsieur Delacour. Monsieur Delacour. Madame Leduc. Madame Malayode a donné pouvoir à Madame Leporc. Monsieur Altazin. Merci beaucoup, monsieur Le Cerf. Avant de commencer, je suis très honoré de recevoir notre nouvelle conseillère départementale, madame Sandra Mille, que nous pouvons applaudir. Merci. Bien comme à l'accoutumée, vous avez trouvé sur votre bureau un document représentant les décisions prises depuis le dernier conseil municipal, en vertu des articles L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il m'est maintenant demandé de vous demander l'approbation de 2 procès-verbaux de séance de conseil municipal. Le premier, le conseil municipal du 18 février. Ce sera un vote à main levée. Y a-t-il des questions sur ce procès-verbal? Non. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc, qui est pour? Merci, à l'unanimité. Ensuite, le conseil municipal du 22 mars 2021. Pareil, y a-t-il des questions concernant ce rapport? Non, pas de questions. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc, à main levée. Qui est pour? Merci beaucoup. Nous allons faire passer le bordereau de signature. Il y aura 3 signatures puisque le conseil municipal du 18 décembre, je pense, n'avait pas été signé non plus. Il avait simplement été voté. Nous allons maintenant installer une nouvelle conseillère municipale. Il s'agit de madame Stéphanie Lacroix, en lieu et place de madame Stéphanie Caboche-Ouatté, qui... pour des raisons de conflit d'intérêts suite à une transaction entre la mairie et un terrain, ne pouvait pas décemment siéger avec nous au conseil municipal. Aussi, elle a préféré s'absenter. Et donc, ce n'est pas non plus, comme M. Condette, vous nous l'avez annoncé très précipitamment sur les réseaux sociaux, un problème de trouble dans notre majorité. Voilà. Très bien. Mais il me semble que les informations que j'ai eues étaient beaucoup plus corroborantes que les vôtres. Je vous remercie, monsieur Condette. Bien, nous allons vous présenter au cours de cette séance les comptes administratifs et les comptes de gestion du receveur pour 2020. Il m'est donc dans l'obligation de vous proposer un président de séance. Je demanderai à monsieur Viard s'il accepte cette mission, et si oui, donc nous allons voter à main levée qui est pour la nomination de monsieur Viard en tant que président. Merci beaucoup. Et nous arrivons au point 1, finance marché. Je vais demander à madame Caron, Caroline, s'il vous plaît, de venir à la table. Bonsoir à tous, merci monsieur le maire. Je tiens aussi à remercier le service financier pour leur travail fourni, travail exceptionnel. Et donc je vais commencer par vous présenter le compte administratif donc par chapitre comme d'habitude.
Alors, à savoir que ce compte administratif reprend la totalité des prévisions budgétaires 2020, ainsi que les réalisations et les restes à réaliser en section investissement qui sont repris dans le budget 2021. Donc, ils permettent d'établir sur plusieurs exercices le financement de projets d'investissement importants et s'élèvent à 2 863 922 € en dépenses d'investissement et 2 594 759 € en recettes d'investissement. Donc le compte administratif 2020 se résume de la façon suivante, donc vous le trouverez dans la maquette ici présente. Donc la page 1 à 9, nous retrouvons les ratios obligatoires ainsi que les balances reprenant les prévisions, les réalisations et les restes à réaliser. Donc nous allons passer tout de suite sur la page 11 qui concerne les investissements. Alors, en investissement, le total des recettes s'élève à 4 182 921 € et il se décompose ainsi. Donc au chapitre 1, nous avons la reprise du déficit 2019 pour un montant de 1 542 837 €. Sur le chapitre 16, il s'agit du remboursement des emprunts, donc l'annuité en capital sur l'année 2020, qui s'élève à 369 628 €. Au chapitre 20, nous notons les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire les licences Microsoft Office, pour un montant de 2 763 €. Ensuite, au chapitre 21, nous avons un montant de 99 820 € qui correspond à tout ce qui est immobilisation corporelle, c'est-à-dire le matériel pour la mairie ou les écoles, le service des sports ou encore le service communication. Ensuite, donc, la page suivante, nous arrivons au chapitre 23. Donc, ce sont tout ce qui est immobilisation en cours. Donc, il y a un montant ici de 2 167 861 € qui se décompose de la manière suivante. Donc, pour les travaux de bâtiment, nous sommes à 567 226 €. Ça concerne essentiellement l'extension de la mairie, la vidéoprotection, le poste de police, ou encore qu'est-ce que je peux vous dire, l'accessibilité du foyer du Mortier, j'en passe. Et ensuite, il y a les travaux de voirie pour un montant de 1 600 634 €. Donc on a ici tout ce qui est extension du cimetière, le terrain synthétique et l'extension du parking, l'éclairage public ou encore les travaux de voirie rue de la Croix-à-Botte et rue Apolline. Est-ce que ça va pour les dépenses d'investissement? Pas de questions? On peut passer en recettes. Donc le total des recettes d'investissement s'élève ici à 2 697 436 €, donc page 17. Au chapitre 40, nous notons un montant de 264 414 € qui correspond aux opérations d'ordre de transfert entre sections. Au chapitre 10, nous avons un montant de 1 900 725 €. C'est tout ce qui est les dotations, par exemple le FCTVA ou encore la taxe d'aménagement. Au chapitre 13, nous trouvons les subventions d'investissement. Alors ce chapitre reprend essentiellement les équipements sportifs, le terrain synthétique ou encore l'éclairage public. Et ce chapitre 13 s'élève à un montant de 530 530 €. Et enfin au chapitre 23, donc c'est tout ce qui est immobilisation en cours, 1 765 €. Notamment la révision de prix sur les marchés de travaux d'aménagement du cimetière et d'aménagement du terrain synthétique. De ce fait, se dégage de la section d'investissement un résultat cumulé de moins 1 485 484,61 €. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. Alors, on va passer à la partie fonctionnement, donc page 19. Où vous pourrez trouver un total de dépenses de 11 551 159 €. Donc ce montant se décompose ainsi. Au chapitre 11, charges à caractère général, nous notons un montant de 2 352 294 €. C'est tout ce qui concerne l'énergie, les fournitures de bâtiments ou de voiries, ou encore les prestations de services, maintenance ou encore primes d'assurance. Au chapitre 12, nous avons les charges de personnel pour un montant de 6 75 976 €.
Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, par exemple indemnité des élus, participation scolaire ou encore subvention annuelle, pour un montant de 2 711 102 euros. Le chapitre 66, charges financières, c'est tout ce qui est intérêt de la dette, 47 792 euros. Chapitre 67, charges exceptionnelles pour un montant de 99 577 euros. C'est tout ce qui correspond à l'aide à l'enseignement ou encore les subventions exceptionnelles. Chapitre 42, 264 414 euros pour tout ce qui est opérations d'ordre entre sections, c'est-à-dire les amortissements ou les opérations concernant les plus-values de cession. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. On va passer aux recettes s'il n'y a pas de questions. Donc on passe aux recettes, page 21. Où on retrouve donc un total des recettes pour un montant de 13 684 461 euros, avec donc se décomposant ainsi. Au chapitre 13, 263 624 euros. C'est tout ce qui correspond aux atténuations de charges, avec le remboursement d'indemnités journalières pour notamment les emplois aidés, les emplois PEC. Chapitre 70, 521 362 euros pour les produits de service. Donc c'est les concessions de cimetières, les ventes de caveaux, ou encore les produits de domaine public ou cantines, garderies, etc. Au chapitre 73, impôts et taxes, nous notons la somme de 10 287 408 euros. Donc c'est tout ce qui est dotation de câble, contribution directe, les droits de place, les taxes sur les pylônes. Au chapitre 74, 2 373 845 euros correspondant aux dotations et participations, tout ce qui est dotation forfaitaire de solidarité, les contrats enfants jeunesse de la CAF. Enfin, au chapitre 75, autres produits de gestion courante, 115 054 euros. Nous avons ici tout ce qui est les revenus des immeubles, les logements, les garages, bureaux de poste, parking de l'enquêterie, etc. Chapitre 76, 2,60 euros, ce sont les revenus de part sociale, les déplacements qui ont été faits à la caisse d'épargne. Au chapitre 77, 123 163 euros pour les produits exceptionnels, tout ce qui correspond au mandat annulé ou encore les indemnités de sinistre. Donc, compte tenu de la reprise de l'excédent 2019 de 1 169 329 euros, il s'avère que la section de fonctionnement laisse apparaître un résultat cumulé positif de 3 302 632 euros. D'où le point numéro 2 du Conseil sur l'affectation du résultat. Parce que... Je vais donc vous quitter et je vais demander à M. Villard de venir prendre ma place. Ça marche. Bien, nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Bien, je vous remercie beaucoup.
Je vous remercie. La salle étant un peu plus grande, j'ai pris un peu plus de temps, malheureusement. Ça s'est bien passé? Très bien. Je vous remercie. Nous pouvons continuer. Caroline, merci. Donc pour l'affectation du résultat 2020, il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de fonctionnement 2020 de la commune, qui s'élève, comme je viens de vous le dire, à 3 302 632,24 €. Comme indiqué dans le tableau annexé, vous l'avez, alors 1 754 647,98 € en réserve au compte 1068 et 1 547 984,26 € à l'excédent de fonctionnement reporté au compte 002. Bien, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Très bien. Donc 7 abstentions. Merci. Et donc 26 pour. Caroline, on peut continuer. Alors, décision modificative numéro 1, 2021. Alors, la décision modificative a pour objectif essentiel la reprise au budget 2021 des données comptables issues de la gestion de 2020 et donc du compte administratif que nous venons de voir. Alors, il s'agit donc des dépenses d'investissement. Alors, vous trouverez ça juste là, page suivante annexée, page 6. En dépenses d'investissement, donc en haut à gauche, il faut noter dans cette DM1 les inscriptions budgétaires suivantes. Le report des restes à réaliser des dépenses d'investissement de 2020 d'un montant de 2 863 922,46 €. Le solde négatif de la section d'investissement de 2020 reporté pour un montant de 1 485 484,61 €. À l'article 10 226 ONA 01, un reversement de la taxe d'aménagement de 6 516,35 €. Et à l'article 2031-106.411, un crédit de 3 000 € pour la réalisation d'une étude sur l'extension de la salle de sport Néviance. Il y a également un ajustement entre deux comptes concernant les acquisitions immobilières pour l'atelier Microfolie, la maison Place de Lurie et la maison rue de la Colonne. Il y a également un ajustement entre deux comptes concernant l'acquisition et l'installation d'un panneau lumineux route de Calais. Et enfin, à l'article 2313-01.33, un crédit de 90 000 € concernant les travaux de climatisation et de chauffage pour la salle Brassens. Pardon, excusez-moi, Caroline, désolé, vous n'avez pas le bon document. Hélène est en train de vous distribuer le document corrigé afin que vous ayez les bons chiffres et les totaux exacts. Désolé de ce petit contretemps. Pardon, Caroline. C'est pas grave. Le total général n'est pas modifié, c'est la répartition à l'intérieur des différentes sections qui est modifiée. Vas-y Caroline, tu peux continuer. Je continue donc pour les recettes d'investissement. Il faut noter donc les inscriptions budgétaires suivantes. Alors on a déjà le report des restes à réaliser en recettes d'investissement pour un montant de 2 594 759 €. Il y a également 1 281 941 € de virement de la section de fonctionnement, ce qui porte de ce fait l'autofinancement prévisionnel à 1 781 941 €. Nous avons également la capitalisation du résultat 2020 pour un montant de 1 754 647 € au compte 1068. Une subvention de l'État d'un montant de 99 826,57 € concernant la rénovation de l'éclairage public. Des subventions de la CAB et de la FDE et certificats énergie pour des travaux de chauffage et de climatisation à Brassens, respectivement pour un montant de 179 380 €, 7 000 € et 36 137 €. Une subvention programme alvéole de 5 230 € pour la constitution d'un parking, d'un abri à vélo au parking du stade. Et enfin, une réduction du produit d'emprunt prévisionnel de 1 500 000 €.
Ce qui nous amène à dire que la section d'investissement s'équilibre à 4 458 923,42 €. On passe à la section de fonctionnement. Alors, je vais rester sur la colonne de droite. Les recettes de fonctionnement, donc nous retrouvons l'excédent reporté résultant de l'affectation du résultat 2020 de 1 547 984 €, ainsi que quelques compléments de dotation notifiés après le vote du BP pour un montant global de 215 678 €, ainsi que la participation CAF pour la colonie de service des sports. Donc tout ceci nous permet donc d'inscrire en dépenses un complément de dépenses imprévues de 478 020 €, un autofinancement prévisionnel complémentaire de 1 281 941 €, des subventions annuelles détaillées dans une libération suivante pour un montant global de 7 150 €. Ce qui nous amène à dire que la section de fonctionnement s'équilibre à 1 767 112,26 € et que le total de cette DM est donc de 6 226 035,68 €. Monsieur Delacour. Monsieur Delacour, une question. Bonjour à tous. Merci Madame Caron. Je voudrais revenir sur l'investissement. Juste avant, je n'ai pas voulu vous interrompre puisque vous étiez parti. Sur le retrait de la ligne 21 38 32 20, là, vous savez, l'autre réserve d'acquisition immobilière. Là. Oui. Je voudrais que vous me confirmiez, c'est bien les 588 260, c'est bien le total des sommes des 3 lignes qui est en dessous. Oui. Alors, comment s'explique ce glissement C'est une question technique, il n'y a pas de piège. On vous a donné lors du jour du conseil, on n'avait pas les prix exacts des transactions immobilières. Donc là, maintenant, on les a, on peut les répartir sur les lignes et les enlever de la réserve. Oui, parce qu'initialement, il n'y avait que les microfolies qui étaient reprises dans la première DM qu'on nous avait donnée. Là, vous avez rajouté les deux acquisitions. Voilà, c'est la première somme qu'on connaissait. Maintenant, on a la précision sur la place de Lurie et la rue de la Colonne. Bon, la place de Lurie, c'est nouveau, ça? C'est une acquisition qui est nouvelle? Oui, c'est une acquisition nouvelle. On en parlera tout à l'heure dans le PPI. Ouais. Avec Monsieur Delporte. Merci. D'accord. Bon, et alors il y a un deuxième truc. Et rue de la Colonne, c'est quoi là? C'est pareil. On va vous expliquer après, monsieur. C'est autre chose. C'est pas les maisons à côté de. La place de Lurie et la rue de la Colonne sont pas au même endroit, donc forcément c'est autre chose. Non, mais j'essaie de comprendre. C'est pas évident d'avoir le document et. Je pense que vous connaissez bien ça en 2 secondes. Monsieur Delacour. Deuxième question. Vous avez fini là toute l'ADM là? Oui. Bon, ok. Les 350 000 € compensation à titre de taxe d'habitation, c'est la perte de la taxe d'habitation qui nous est compensée par l'État, ça? Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on... Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, parce que là, c'est un peu vache. Est-ce que ça compense ce qu'on avait en taxe d'habitation? Oui. Tout à fait à l'euro près? À l'euro près, tout à fait, oui. Ok. C'est parfait. C'est bon pour moi. Merci beaucoup, monsieur Delacour. Caroline, c'est bon? Pour l'ADM, oui, c'est fini. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? 7 abstentions? Des pour? 26 pour. Merci beaucoup. Nous allons passer au point numéro 4. Donc l'attribution des subventions, donc, comme je venais de vous l'énoncer, pour un montant de 7 150 €. Nous avons attribué pour cette DM1 200 € à la délégation départementale pour l'éducation nationale, 5 800 € au réveil musical de Saint-Martin-en-Boulogne, une subvention qui reste inchangée, 300 € à l'association sportive Cardiogol Saint-Martinoise, 550 € pour le Petit Bleu, et enfin 300 € à l'EPEAM, ce sont les enfants autistes du Montreuilois. Et nous nous montrons généreux dans la mesure où nous avons un enfant saint-martinois qui est dans cet établissement sur Montreuil. Monsieur Delacour? Attendez le micro, s'il vous plaît, monsieur Delacour, pour qu'on entende bien. Merci. Oui, on a vu ça. Ça s'occupe aussi du bassin boulonnais, parce que je vois c'est le Montreuilois. Oui. C'est une association qui a vocation à être sur Boulogne aussi. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, pour
À l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Nous allons passer au point 5, présentation du plan pluriannuel d'investissement, qui sera concomitamment fait par M. Delporte et Mme Caron. Oui, il y a des choses que chacun retrouve sur la table, et ce sont aussi notamment des choses que j'ai déjà évoquées. Donc tous les détails sont là. Donc il y a certains slides qu'on va pouvoir passer. On va regarder. Donc. Tout ce qui est dépenses, ça a été évoqué. Le chapitre 21, pareil, on le retrouve en détail. On va peut-être s'attarder sur les acquisitions réalisées ou en cours, comme ça, M. Delacour aura aussi le détail. Ah oui. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est l'occasion de répondre à Christian sur les différents sujets qu'il évoquait. Donc en fait, les acquisitions qui sont réalisées ou en cours, on a au 22 route de Dèvres, place de Lurie, une préemption que l'on a faite. Pour ceux qui situent la place de Lurie, c'est la maison qui se trouve à la gauche du fleuriste de face, de l'autre côté de la servitude de passage, située. Une maison qu'on a acquise pour y installer un restaurant. Donc, le projet est en cours de réalisation, puisque, effectivement, comme vous le savez, l'un des objectifs de ce mandat, c'est de dynamiser le centre-ville de Saint-Martin. Donc on a cette première opération. La parcelle B43 sur la Varroquerie, 26 500 €, elle a déjà été évoquée ici. C'est une acquisition d'un terrain que l'on a fait en haut de la rue du Four à Chaud, enfin dans ce secteur-là, et pour éviter qu'effectivement on ait une occupation de longue durée de gens du voyage. Donc, on avait été alerté par ce risque qui était avéré d'occupation, et pour éviter cette situation et à la demande des riverains, on a acquis ce terrain. Troisième opération, le 23-29 rue du Rieu, c'est, comme vous le savez, l'acquisition de l'entrepôt ex-GEL10 pour y faire notre atelier Microfolie. Le 24-26 rue de la Colonne, c'est la maison dite Lebeg, que nous avons acquise par préemption. Alors, cette maison, elle a un double intérêt. D'une part, en fait, c'est une réserve foncière que l'on fait pour la commune. D'une part, elle est bien située parce que finalement, elle se trouve entre le groupe scolaire Ferry-Nacry à gauche, quand on est devant, et la place Briand et la mairie sur la droite. Et donc, en termes d'équipement public futur, elle avait un intérêt. Et donc, on a décidé de l'acquérir. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'à court terme, et peut-être à moyen terme, on souhaite y installer des associations. On souhaite y installer l'amicale des municipaux, qui actuellement se trouve sur le site du CEG. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et puis, on a aussi l'amicale des anciens combattants, qui se trouve également sur le site CEG et qu'on va proposer de se déplacer dans cette maison. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a des projets sur le site du CEG. Alors, je ne sais pas si vous voyez, tout le monde voit ce que c'est. Le site du CEG, c'est les anciens terrains de boule de la rue Jules Ferry, entre la rue Jules Ferry et la rue Hainaut. On a là un ensemble immobilier qui est la propriété de la commune et qui est plutôt dégradé pour les connaisseurs. C'est même le moins qu'on puisse en dire. C'est une catastrophe. Et on a le projet au cours de ce mandat de réhabiliter ce site pour y faire. Le projet est en cours, il avance assez vite, pour y faire du béguinage, c'est-à-dire des petites maisons avec jardin pour les seniors. Voilà. J'espère que je suis assez clair dans mes explications. Monsieur Delacour, veuillez attendre le micro, s'il vous plaît, afin que tout le monde puisse bien entendre. Okay. Merci. Je ne situe pas, moi, je vois bien l'ancien CEG. Hein. Là, vous voulez y faire des résidences pour seniors, c'est ça hein? Non, ce n'est pas une résidence senior. En fait, une résidence senior, telle qu'on la connaît le plus souvent, c'est un collectif, en fait, avec des appartements et des services partagés. L'idée, c'est pas de faire ça à cet endroit, parce qu'on est au milieu du tissu urbain. On est sur du bâti qui est plutôt du bâti de maison individuelle, aussi bien sur la rue Jules Ferry que sur la rue Hainaut. Donc l'idée, c'est pas de faire de la hauteur. Donc l'idée, c'est de faire des petites maisons, une vingtaine de petites maisons, avec des petits jardins
pour les personnes âgées qui ne souhaitent pas aller dans du collectif et qui souhaitent continuer à cultiver un bout de jardin. C'est de l'habitat social, ça? Alors, on est en train de concevoir ce projet, oui, avec un bailleur social. Avec qui? Avec un bailleur social. Ah, d'accord. Ok. La maison dont vous parlez, là, juste avant Férinacri, où vous voulez installer La maison Lebègue. La maison Lebègue, je ne la situe pas du tout, moi. Elle est juste à côté de chez Dommage, Sandrine. je connais pas de photo. Enfin. Voilà. Elle est à côté de chez Sandrine. C'est la maison à côté de chez Sandrine Fabchamp. Ah oui, d'accord. Ouais, je vois à peu près. Ouais. Ça y est. Où il y avait les restos du cœur, là, à un moment, un truc ça. Ils sont juste à côté. Ouais. Enfin, non, ils sont pas de... Oui, d'accord. Je vais passer la parole à mon collègue. Maintenant du petit. Tu voulais pas? Oui, en vrai, c'est bon. Oui, si le projet d'aménagement des terrains du CEG me semble intéressant, il reste quand même sur ce site le javelot et la salle de judo. Quelles sont les prévisions là-dessus? Bon, surtout le judo, puisqu'il y a quand même des enfants qui y vont. Il n'y en a plus beaucoup, malheureusement, mais il y en a encore. Dans l'attente de trouver une salle sur Saint-Martin, nous sommes en négociation avec un établissement scolaire du Boulonnais qui possède dans son enceinte une salle de combat de judo et jiu-jitsu. Et le chef d'établissement nous a donné son accord de principe pour avoir l'accès pour nos élèves, enfin pour nos jeunes du club. Voilà. Monsieur Delacour. Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir le PPI. Hein. On l'attend réclamé, enfin, accord et accru, mais là, c'est bien. Le restaurant, là, vous voulez faire place de Lurie. Bon, je trouve l'idée intéressante. On serait propriétaire des locaux et on louerait à ce moment-là à quelqu'un qui s'installerait là-dedans, hein, si je comprends bien. Exactement. On reste propriétaire des locaux. Alors, à terme, on ne restera pas propriétaire des locaux. Si le restaurant fonctionne et que l'exploitant peut en vivre décemment, on lui fera une proposition en crédit bail. Vous lui faites payer un loyer au départ, quand même? Bien sûr. Oui. Ok. Je me permets d'intervenir sur le sujet, parce que c'est un sujet intéressant. Vous le savez, lors du précédent mandat, on a essayé de faire venir un restaurant sur la place Jean Moulin, pour ceux qui s'en souviennent. Hein, on a fait de gros efforts pour faire venir un opérateur, sauf qu'on n'a jamais réussi. Une crèche. Comment? Maintenant, c'est une crèche, mais c'est pas grave. Oui, mais en effet, mais avant que la crèche arrive, on voulait évidemment y faire un restaurant, et on n'a jamais trouvé d'exploitant parce que le loyer était trop élevé, en fait. Et puis c'est pas très adapté quand même, c'est assez petit. Hein. Oui, puis surtout il y avait un gros loyer. Et en fait, les gens qui se sont intéressés, on l'a vécu de près, à ce local, finalement ne pouvaient pas... Enfin voilà, le loyer était trop élevé. Donc l'intérêt de cette opération sur la place de Lurie, c'est qu'effectivement on est propriétaire, et donc on peut avec l'exploitant convenir d'un loyer qui lui permette de vivre et de se développer en fait. Espérons qu'il n'y aura pas en concurrence avec le marchand de frites que vous avez installé sur la place de Lurie. Il y a peu de risques qu'un restaurant fasse concurrence à un marchand de frites. Bon, c'était un peu pour vous narguer. Avant-dernière ligne, la parcelle rue Gaston Durieux. Donc c'est une parcelle qui est attenante au 23 et au 29, c'est-à-dire elle se trouve à gauche de l'ancien bâtiment Geldis quand on est devant. D'ailleurs, c'est un emplacement réservé au PLUI que l'on souhaite acquérir parce que l'intérêt, c'est effectivement d'y faire le futur espace de stationnement de notre atelier Microfolie, mais aussi une liaison piétonne qui va relier la rue Durieux à ce que l'on imagine sur le site des ateliers techniques municipaux derrière, en fait. Voilà. Et dernier point, ah oui, les terrains du département Varocry-Val-Saint-Martin, ça on en parlera tout à l'heure, il y a une délib spécifique. Juste encore une question. Alors, il s'agit d'acquisition, on est bien d'accord. Hein. Pour ce qui est du restaurant, l'aménagement intérieur, c'est à la charge du locataire ou on va encore investir de l'argent là-dedans pour l'aménagement? Alors, on va accompagner la personne pour l'aider dans les démarches et le crédit bail reprendra l'intégralité des frais engagés par la mairie de Saint-Martin. À terme, ce sera un investissement qui ne nous coûtera rien du tout. Ah, s'il rachète, bien sûr. Bien sûr. Pour les micro-folies, hein, parce que je dis toujours les franco-folies, je suis déformé avec La Rochelle. Là aussi, il s'agit uniquement de l'acquisition du bâtiment. Hein. Donc il y aura après tout le coût de transformation. Enfin, on en a déjà longuement parlé, hein, je crois. Ok. Non, je voulais préciser ça, hein, c'est important. C'est tout sur cette page. Après, la suivante.
Donc tous ces projets pour vous annoncer aussi. Alors l'évolution prévisionnelle de la dette, on s'est penché jusqu'en 2034 parce que ça fait beaucoup de projets. Les Saint-Martinois peuvent peut-être se dire où va partir l'argent. Dans tous les cas, on a une capacité d'emprunt quand même qui est de 4 millions. Et ce que je veux vous montrer par ici, c'est qu'on a actuellement encore des emprunts en cours, forcément, qui vont s'estomper sur plus tard, je crois, 2033. Et en fait, nous, nos projets, les emprunts que nous allons faire, ici, on vous montre que l'annuité, elle restera identique à ce qu'il y a aujourd'hui. On ne sera pas plus endetté avec les investissements et les emprunts que nous allons devoir faire sur les prochaines années. Voilà. C'est bon. Vous en avez terminé? Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je vous propose que nous votions ce PP. Non, c'est une information? Pas de vote, très bien. Nous allons donc passer au point 6 et je vais demander à Guillaume de nous présenter. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Merci, monsieur le maire. On a décidé de proposer la modification de la prise en charge d'une partie de l'inscription des Saint-Martinois à l'école d'art de Boulogne pour la simple et bonne raison que la ville de Boulogne a décidé unilatéralement de changer la prise en charge et que la première prise en charge qu'il y avait depuis était un peu floue et indirecte puisque on devait attendre les retours de l'école d'art pour pouvoir procéder au remboursement partiel. Donc il est proposé de faire un forfait de remboursement annuel de 60 € par personne, adulte comme enfant, sur présentation d'un justificatif d'inscription avec une date limite pour éviter que certains s'inscrivent en mars, mai et viennent se faire rembourser une part annuelle. Donc l'idée, c'est de rembourser 60 € indépendamment de l'âge pour pouvoir inciter tous les Saint-Martinois à aller s'inscrire à l'école d'art de Boulogne-sur-Mer. Et ça s'accompagnera également d'une information plus intense sur ce dispositif de remboursement, car on s'est rendu compte que pas mal de Saint-Martinois n'étaient pas au courant de ce dispositif. Très bien. Une question, monsieur Delacour. J'ai cassé. Moi, ça y est. C'est bon. Le changement, il consiste en quoi? C'est le tarif qui est plus élevé? Là, on n'a pas bien... Alors avant, il y avait 75 € par enfant et 45 € par adulte. On a décidé d'uniformiser à 60. Et c'est qu'avant, l'ancien dispositif, on était obligé d'attendre les retours de l'école d'art qui nous envoyait la liste des inscrits pour pouvoir procéder au remboursement. Sauf que l'école d'art nous envoyait quasiment jamais, ou alors c'était des listes incomplètes. C'était très compliqué avec la ville de Boulogne et avec l'école d'art de récupérer ce genre de listing. Donc là, on a décidé de prendre en charge directement le remboursement. Les Saint-Martinois viennent avec leur justificatif et on leur fait le remboursement directement. Ils rentrent dans leur argent, les Saint-Martinois, ou c'est une partie des frais? C'est une partie. C'est pas un remboursement total. C'est combien, vous le savez, non, tarif? Ça équivaut, il me semble que ça équivaut à un trimestre d'inscription. À combien? Un trimestre. Mais ça fait combien en argent? Ça 180 €. L'année à 180 €. On rembourse un tiers, si je comprends bien. Ça concerne combien de personnes sur Saint-Martin? Sur Saint-Martin, je ne sais pas exactement. On a 54 adultes et enfants sur le dernier listing. D'accord, donc c'est 54 par 60 €, si je comprends bien. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Delacour. Guillaume, c'est bon? Bien, nous allons passer au vote pour cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au point 2, ressources humaines. Délibération numéro 7, titre restaurant pour le personnel communal. C'est une délibération que nous passons tous les ans et dans laquelle nous rajoutons un chèque supplémentaire d'une valeur faciale de 6 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter cette délibération. Très simple. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Et pour? Merci pour eux, à l'unanimité. Délibération numéro 8, modification du tableau des emplois permanents de la collectivité en création de postes. Il est proposé de créer 5 postes d'agents de maîtrise. Il
il s'agit du GVT traditionnel, c'est donc une délibération de principe. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter cette délibération. Oui, une question. Et je veux dire, les personnes sont déjà en poste. Je veux dire, oui, les personnes ce ne sont pas des recrutements, ce sont des personnes en poste, c'est le GVT. Glissement, vieillesse, technicité. On sait sur quelle activité, sur quel pôle d'activité ils sont? Non, c'est pas évident ça. Eric, on a la liste, non? C'est la masse salariale. Oui, oui, c'est beaucoup les espaces verts et les ateliers. Hein. Okay. Agent de maîtrise, c'est Okay. C'est bon? Monsieur Altazin, une question? C'est un renseignement en fait. Étant nouveau dans cette assemblée, je ne me rends pas bien compte ce que représente l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet dans notre commune. Alors c'est une colle ou je vais essayer d'être le plus précis possible. De mémoire, nous avons 135 équivalents temps plein sur la commune et au total, on a 150 emplois avec les emplois non complets. Eh bien, merci de cette précision. Je vous en prie, merci. Il est donc demandé de voter cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 9. Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel. RIFSEP annule et remplace la délibération de 18 février 2021. Donc cette délibération, nous y avons adjoint la qualification pilote de drone. Nous y avons aussi autorisé le cumul des habilitations afin qu'un agent puisse être plusieurs fois pris en compte. Et aussi, nous avons créé une ligne concernant les chefs de pôle, puisque vous savez que la réorganisation interne de la mairie en ressources humaines a créé 3 pôles. Un pôle finance ressources humaines, un pôle jeunesse et animation et un pôle service technique. D'accord? Donc pour les 3 personnes responsables de ces pôles, il y a une ligne budgétaire prévue dans le RIFSEP pour eux. Il est donc demandé à l'ensemble de l'Assemblée de voter cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Et la 10e délibération des ressources humaines, c'est la reconduction de la convention et qui annule la délibération de 2016 concernant la médecine préventive. Voilà. C'est une délibération de principe qui nous lie à la médecine préventive et qui nous permet d'accompagner nos agents. Il vous est donc demandé de voter. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Et pour? Eh bien, nous aurons fait une unanimité sur ce point 2 et j'en remercie le conseil municipal. Administration générale. Nous allons donc, suite aux démissions de monsieur Jessie Fourcroy et de madame Stéphanie Caboche, passer au vote pour les différentes commissions dans lesquelles ces personnes étaient présentes. Nous commencerons par le vote de la commission d'appel d'offres. Donc, ce premier vote fait appel à 5 titulaires, 5 suppléants. Vous avez sur votre table les bulletins de vote et nous allons demander à Sophie de bien vouloir procéder au vote. Alors, à l'appel de monsieur Le Cerf. Monsieur Jules. Monsieur Pruvot. Madame Boulogne. Monsieur Delporte. Madame Caron. Monsieur Dequet. Madame Bernard. Monsieur Pascal. Madame Bernardini, Monsieur Latry, Madame Mille, Monsieur Viard, Monsieur Ampry pour lui-même et pour Monsieur Savéan,
Madame Sylvestre, Monsieur Fourcroy, Madame André-Jacques, Madame Lacroix, Madame Divoire, Monsieur Level, Madame Delporte, Madame Ouatté, Monsieur Fasquelle, Madame Duhamel, Monsieur Beaugiot, Monsieur Altazin, Madame Leduc, Monsieur Delacour pour lui-même et Madame Lebon, Madame Leporc pour elle-même et Madame Malayode, Monsieur Miellot, Monsieur Condette. Donc en application du Code général des collectivités locales, la répartition se fait à la proportionnelle au plus fort reste et à bulletin secret. Bien, voici les résultats pour ce premier vote. En attendant, on va lancer le vote pour la deuxième commission, la commission consultative des services publics locaux. Donc je vous donne les résultats de la première délibération. Votant 33, blanc et nul 0, exprimé 33, ont obtenu liste majoritaire 26 voix, soit 4 sièges. La liste poursuivante ensemble 7 voix, soit 1 siège. Je vous remercie.
même temps que les votes, Michael va passer avec le cahier pour la signature du compte administratif, afin qu'il soit signé ce soir. Merci. Afin de perdre moins de temps, nous allons lancer la 12e délibération, modification et élection des représentants au conseil municipal, aux commissions communales, suite aux démissions, à nouveau de M. Fourpoy et de Mme Caboche. Avant de lancer ce vote, j'aimerais vous exprimer un petit mot. Afin d'assurer la parfaite représentativité de l'ensemble des Saint-Martinois, et dans le respect de la liste défendue par M. Altazin, nous lui avons proposé d'intégrer ces commissions avec notre liste, mais dans le respect de son identité propre. Donc ainsi, ces commissions passent à 11 membres, et il y aura donc M. Altazin proposé sur les commissions municipales d'urbanisme, voirie, travaux et environnement, espace naturel. Merci Sophie de procéder au vote. On commencera par la commission urbanisme. Monsieur Altazin, vous voulez dire un mot pendant le vote? Oui. D'un manque que j'estimais moins de représentativité et surtout d'un risque de syndrome d'inutilité, parfois. Donc, je remercie Monsieur le maire et son équipe d'avoir entendu cette crainte que j'avais exprimée. Alors, bon, je me retrouve associé à la liste majoritaire. C'est un truchement comme un autre. Je pensais être à la fin de la liste. Bon, j'ai été introduit dans l'ordre alphabétique. Bon, voilà. En tout cas, ça n'est pas grave du tout. Voilà. Mais merci en tout cas de m'associer à ces deux commissions. On était obligé de vous placer à cet endroit parce qu'à la proportionnelle, puisque c'est à la proportionnelle au plus fort reste, il n'y aura que 9 restants. Voilà, c'est techniquement la représentativité qui est faite. Voilà. Bien. Les résultats pour la commission consultative des services publics locaux. Nombre de votants 33, dont ont exprimé 33, ont obtenu liste majoritaire 26 voix, soit 4 sièges. Liste poursuivant ensemble 7 voix, soit 1 siège. Merci beaucoup.
Bien, et nous allons procéder au dernier vote. Il s'agira donc de la commission environnement. Merci Sophie. Voici les résultats de la commission urbanisme. Votant 33, exprimé 33, liste majoritaire 26 voix, soit 9 sièges, liste poursuivant ensemble 7 voix, soit 2 sièges. Bienvenue dans la commission, Monsieur Altazan. Et donc voici les résultats pour la commission environnement. Votant 33, exprimé 33, liste majoritaire 26, soit 9 sièges, liste poursuivant ensemble 7 voix, soit 2 sièges. Bienvenue aussi, Monsieur Altazan, dans cette commission. Je vous remercie pour ces votes. Nous allons passer au point à la délibération numéro 13, rénovation énergétique du centre Georges Brassens, qui sera concomitamment présentée par Guillaume et Patrick. Merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, ça avait déjà été annoncé au budget primitif, mais l'idée, c'est de faire une rénovation complète du centre Georges Brassens, en y installant tout d'abord une climatisation, puisqu'on l'a vu là lors de la reprise de la saison culturelle, sur certains spectacles où il a fait très chaud, avec les masques, c'était difficilement tenable.
Donc ça, c'est la première idée, c'est d'installer une climatisation dans le centre Georges Brassens, de revoir aussi le système de chauffage. La deuxième phase de travaux serait de travailler sur l'enveloppe extérieure, que ce soit sur les menuiseries ou sur l'isolation thermique par l'extérieur, à l'été 2022. Les détails techniques sont là. Au niveau du coût financier, ça ne sera pas beaucoup plus cher que ce qui avait été budgété au budget primitif, puisque, je vous le rappelle, on avait inscrit 350 000 euros. Les coûts s'élèvent à 498 000 euros, lesquels seront financés via de la dotation, comme on l'a vu sur l'ADM, de la dotation de la CAB, de la FDE également. Voilà, l'idée c'est d'intervenir enfin sur ce centre Brassens qui commence malheureusement à afficher son âge, et donc de pouvoir avoir un outil qui sera rentable, avec une rentabilité sur les 20 années qui arrivent en termes de retour sur investissement environnemental. Ça rentre aussi dans nos engagements en termes de transition écologique, de faire en sorte que nos bâtiments communaux deviennent à l'avenir beaucoup plus sains en normes environnementales. Merci beaucoup. Patrick, tu veux rajouter quelque chose? Rien à ajouter. Merci. Bien. Nous allons donc passer au vote, à moins qu'il y ait d'autres questions. Monsieur Altazin. Alors, Saint-Martinois, depuis 33 ans, j'ai toujours un peu regretté que nous soyons finalement aujourd'hui victimes d'une histoire et d'un héritage qui est celui d'une salle de sport polyvalente qui est devenue, par le temps et maintenant de façon constante, un lieu de spectacle. Or, alors c'est très bien, évidemment, d'aller dans ce sens, de la rénovation, ça, il n'y a aucun souci. Seulement, on est entraîné vers de la rénovation pour un bâtiment qui, malheureusement, reste peu un bâtiment de spectacle quand même. Déjà, son entrée n'est pas simple, etc., etc. Enfin, il faudrait peut-être aussi prévoir, dans un autre avenir, peut-être, mais d'en faire devenir quelque chose parce que ça ne deviendra plus jamais une salle de sport, ça c'est foutu, et donc il faudrait peut-être que ce lieu de spectacle, d'assises, etc., de positionnement des spectateurs, enfin plein de choses pourraient à mon sens être améliorées, puisqu'on est parti dans une rénovation du bâtiment. À mon sens, il faudra aussi prévoir une rénovation de son intérieur, je ne sais pas comment on appelle ça, de sa scène, quoi, de son effet scénique. Enfin voilà. Je vous remercie pour votre déception sur cette salle de sport qui disparaît définitivement, étant attachée à la pratique sportive. Néanmoins, la plupart des acteurs et des artistes qui viennent dans cette salle louent la qualité phonique et la qualité de représentation qui sont faites, et sans trahir des propos de Guillaume, la saison passée, 97% de la salle était remplie à chaque spectacle. C'est dire, je pense, qu'elle joue pleinement son rôle. Alors effectivement, sur la qualité propre de l'assise, sur la qualité propre de l'espace, on peut toujours améliorer. Je pense que ces travaux vont être un peu repris. Guillaume ? Sur la qualité de l'assise, on n'a pas eu de retour négatif. Là, on est vraiment sur de l'isolation et plutôt sur de la climatisation. Après, pour reprendre les propos de Monsieur le maire, on a eu les retours des artistes et des spectateurs sur l'intérieur même de la salle sont globalement positifs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé cette étude de rénovation énergétique par une étude acoustique, parce qu'on a des excellents retours au niveau de l'acoustique de la salle de spectacle, et qu'on veut vraiment les garder, même si on va toucher évidemment à l'enveloppe. Après, là où évidemment c'est plus compliqué ces derniers temps, là je vous rejoins, c'est au niveau de l'entrée, puisque le protocole Covid a fait qu'on a dû filtrer les entrées de façon plus intense que ce qui était fait avant, notamment avec du gel hydroalcoolique à l'entrée, et donc certains spectateurs étaient pris sous les intempéries, notamment sur les spectacles du week-end dernier. Maintenant, tous les travaux qui ont été faits depuis
ont vraiment orienté cette salle qui était, oui, à la base une salle de sport vers une salle de spectacle, mais maintenant, tout ce qui a été fait vraiment la rend salle de spectacle. Le retour en arrière, c'était impossible. Ah oui, tout à fait. Oui, oui, mais quand on est 700, hein, la jauge maximale, je crois que c'est 700. 900. 950 en assis debout. Ouais, c'est ça. 650 en assis. J'étais à mi-chemin entre les deux. Fait quand même que quand pour rentrer, pour sortir, il faut avouer que c'est pas très facile, hein, quand même. Et donc voilà, il y a quand même des choses à changer. Voilà. On est à l'étude. Puisqu'on parlait de Brassens. Bien sûr. Et Brassens n'étant pas un grand sportif, je me souviens pas. Donc je pense qu'elle deviendra une salle de spectacle à tout jamais. Je parierais pas. En tant que c'est toi, il devait se faire de la joute, très certainement. Bien, nous allons donc passer au vote de cette délibération. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Nous allons passer à la délibération numéro 14, restauration scolaire, square Nacry, Ferry. Patrick, Hélène, Patrick, je sais pas. Peut-être je vais laisser la parole à Hélène 2 minutes sur les besoins, puis après je parlerai du projet lui-même. Donc cette délibération 14, elle concerne la restauration scolaire de l'école Ferry-Nacry. Donc une des priorités de notre mandat en matière d'éducation, c'est de faire un nouveau réfectoire pour les 125 à 150 élèves qui mangent tous les midis au collège Roger Salengro et qui n'est pas sans poser des problèmes de confort pour eux et notamment des problèmes de confort qui ont un impact sur la qualité de leurs apprentissages dans l'après-midi. Donc pour m'expliquer un peu plus en détail, on a l'intention de construire un réfectoire, donc une salle de 200 couverts sur l'espace des serres, donc tout près de l'école Ferry-Nacry, ce qui pourra avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est d'améliorer le confort à la pause méridienne des élèves qui, je ne vais pas vous parler dans les conditions de Covid, mais qui déjà en dehors des conditions Covid mangent à 12h45, voire 13h, alors qu'ils ont terminé les cours à midi. Donc il y a un long temps d'attente au moment où ils ont faim. Et une fois qu'ils sont passés à la cantine, ils doivent directement rentrer dans leur salle. Donc au niveau du confort pour les élèves dans cette organisation temporelle, il n'est quand même pas optimal. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de la sécurité, ça permettra de ne plus marcher le long de la rue de la Colonne avec 125 à 150 enfants. Donc jusque-là, ça se passe bien. Il y a une dizaine, voire une quinzaine d'encadrants chaque midi avec eux, selon le nombre d'élèves inscrits. Mais là, ça nous permettra de les faire sortir directement de l'école, de longer le trottoir et de faire, je ne sais pas moi, 80 à 100 mètres pour arriver à la cantine. Donc il ne sera plus question d'aller sur la rue. Donc ça, c'est le deuxième point positif. Et le troisième point, c'est, je pense aussi au collège, c'est pas facile pour eux de faire manger 125 à 150 élèves en plus de leurs collégiens tous les midis. Donc ça permettra de fluidifier aussi leur service du midi qui est quand même assez compliqué. Ils en ont 4. Et là, ça permettra aussi d'alléger leur travail. Alors bien évidemment, c'est quand même le collège qui continuera de nous faire les repas le midi. Donc voilà, donc là la délibération elle concerne des choses qui concernent le foncier. Je vais te laisser continuer, Patrick, pour ça. Oui, si, ça peut être intéressant, Patrick, que tu expliques la partie foncière. Oui, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hélène a tout dit sur le besoin. En fait, cet équipement, on va le faire en partie, donc, sur une partie du site qui est actuellement occupé par les espaces verts, les serres municipales, sur la partie en fait droite. On est en train de réfléchir à la restructuration, vous le savez, du site des espaces verts. Et on est en train d'esquisser également notre futur centre technique municipal à l'Inquiéterie. Et donc les serres en fait, qui occupent actuellement le site de ce futur restaurant scolaire seront délocalisées, déplacées sur le site de l'Inquiéterie. Je pense probablement les serres de production, mais ça on verra ça avec Christian. En quai aux espaces verts. Voilà. Monsieur Delacour? Oui, alors justement, c'est un projet intéressant hein, qui est très long. Il y a longtemps qu'on en reparle. Hein, et naturellement, on sera pour, puisqu'il y a une demande très forte. Hein, ça, moi, quand j'étais adjoint à l'enseignement, bien souvent, on me réclamait un point de restauration locale. Puis, avec tous les avantages présentés, ça, j'abonde dans votre sens. Une question, à quel horizon pensez-vous que les serres municipales seront transférées? Parce que nous, c'est toujours été le point de blocage. En fait, je pense que ça se fera en 2 temps. On souhaite aller vite sur le sujet du restaurant scolaire. C'est une priorité. On souhaite le faire très vite.
Et par conséquent, effectivement, il va falloir que les espaces verts libèrent à peu près un tiers de leur surface. Donc ce tiers sera délocalisé rapidement sur le site de l'Inquiéterie. Je rappelle que le site de l'Inquiéterie est aujourd'hui partiellement occupé par les services de la CAB qui vont le libérer en fin d'année puisque leur propre équipement sera construit. Donc on disposera du site de l'Inquiéterie en fin d'année. On y délocalisera une partie des espaces verts. Viendra ensuite le déplacement des autres services techniques, mais pour l'instant c'est un peu prématuré. On est en train d'y travailler en fait avec tous les services pour qu'on puisse concevoir un projet qui convienne à tout le monde et que et donc, pour répondre à ta question, Christian, donc effectivement le reste des espaces verts sera délocalisé avec les autres services techniques, mais on veut que ce projet puisse aussi améliorer, c'est une priorité d'ailleurs, les conditions de travail des services techniques qui méritent certainement des locaux plus fonctionnels, plus modernes et plus agréables pour travailler en fait. Alors c'est les espaces verts, mais c'est aussi le technique et c'est aussi la voirie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Oh non, c'est bon. Juste une petite question technique, Mme Bernard. On va faire manger les maternelles et les primaires en même temps ou il y aura deux services? Non, ce qui est prévu, c'est de continuer de faire manger les enfants de prévert à prévert et les enfants de... Par contre, si on avait eu ce réfectoire-là au moment de la crise sanitaire, ça nous aurait arrangé parce qu'on a quand même dû faire manger quelques élèves plus âgés, dans une dizaine seulement, hein, mais à la cantine de prévert. Ah, je connais le problème. Le but, c'est de laisser les petits... à part dans le petit, voilà. petit réfectoire, donc vous aurez deux réfectoires. Ok, merci. Monsieur Altazan, une question. Oui, pour compléter le questionnement de M. Delacour, d'un point de vue technique, donc la cuisine de Saint-Langros reste cuisine centrale, hein, et le type de restauration, c'est de la liaison chaude ou froide ensuite? En fait, on fait les deux. Notre service des fêtes et cérémonies viennent avec des étuves chercher tout ce qui est chaud dans des chambres chaudes en fait que nous possédons. Et aussi dans des chambres froides, en fait. Elles sont livrées sur le lieu où ils mangent. Par contre, là, on a prévu quand même de faire une cuisine semi-professionnelle qui permettra de laver la vaisselle sur place, de mettre déjà ce qu'il faut dans les assiettes, etc. Donc, avec une plonge... mais par contre, c'est pas nous qui faisons le repas, effectivement. Non, et donc il n'y aura pas de réchauffement sur place, je sais pas, le jour des frites, par exemple, c'est toujours un problème pour les enfants. Je l'ai connu dans mon métier. On a toujours fonctionné en prenant... On a pas nos animatrices, mais nos personnes qui sont responsables de la cantine sont formées à prendre la température des aliments, voir si ça a trop baissé ou pas, si c'est toujours suffisamment froid. Donc là-dessus, on est déjà bien équipés, en fait. Parce qu'on le fait déjà. On a déjà une grande partie de nos élèves qui mangent à la salle André Condette depuis plus d'1 an, et aussi au foyer du Mortier, donc on livre de cette manière-là, déjà. Donc en liaison chaude? Voilà. Toujours? Voilà. Bon. Ok. Après, je dis pas que... Peut-être qu'on y réfléchira pour la suite, mais là, pour l'instant, on reste là-dessus, quoi. Très bien, merci. S'il n'y a plus de questions, nous allons passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Et je vais passer la parole à Mathias Pascal, alias Chlorophylle, pour le point numéro 15, équipement hydroéconome des bâtiments communaux. Oui, bonsoir. Donc, je ne vais pas refaire l'exposé sur à combien l'eau est une ressource précieuse. Donc, on a mesuré les débits qu'il y avait sur les robinets de bâtiments communaux et on s'est aperçu que certains robinets avaient un débit de 13 litres par minute. Donc, dans le but d'économiser l'eau, on va installer des dispositifs donc hydroéconomes. En gros, on va réduire les débits sur les robinets. Ça représente potentiellement une économie de 1057 mètres cubes par an, ce qui est assez conséquent. Et donc ça représente un investissement financier de 21 217 € hors taxe pour une économie annuelle de 9 907 €. Donc on devrait avoir un retour sur investissement en 27 mois. De plus, on a fait une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour 50% du montant.
Donc on devrait en réalité, une fois que la subvention sera attribuée, revenir dans nos frais en un peu plus d'un an. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Monsieur Delacour. En gros, c'est des équipements qui réduisent le débit. En gros, ça met de l'air à la place de l'eau et ça réduit le débit. C'est des récupérateurs d'eau, non? Non, c'est le débit du robinet qui va être réduit. Ah, ok, d'accord. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, 13 litres d'eau par minute pour se laver les mains, c'est beaucoup trop. Voilà, c'est ça. Donc je remercie d'ailleurs Fabrice pour le travail sur ce dossier qui a tout mené jusqu'à la demande de subvention. Bien, y a-t-il d'autres questions concernant cette délibération? Nous allons donc procéder au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au point 4, affaires scolaires. Hélène, pour la présentation de 2 délibérations. Merci. Donc pour la délibération numéro 16, ça concerne donc l'adoption des rythmes scolaires pour conserver notre rythme sur 4 jours. Donc aux 5 conseils d'école de nos écoles primaires, c'est-à-dire maternelles et élémentaires, nous avons voté au 2e trimestre pour reconduire ces 4 jours. La normalité aux yeux de la loi, c'est 4 jours et demi. Et donc en 2018 a été voté ce rythme scolaire sur 4 jours et tous les 3 ans, il faut réitérer cette dérogation en fait. Donc ça a été soumis au vote et les 5 écoles primaires, que ce soit élémentaires ou maternelles, ont voté à l'unanimité pour reconduire ce fonctionnement sur 4 jours et non pas sur 4 jours et demi. Donc là on est reparti en principe pour 3 ans sur 4 jours. Très bien, merci beaucoup. Une question, monsieur Delacour. Oui. Non, c'est pas une question, je vais simplement rappeler un peu l'historique, Mme Bernard. Je pense que c'est venu des TAP à l'origine, les TAP, la fameuse réforme de l'enseignement. Donc la semaine de travail dans les écoles était devenue à 5 jours. On faisait travailler les élèves le mercredi et vu le franc succès des TAP, ça a duré 1 année. Ça nous a coûté d'ailleurs beaucoup d'argent. Et même les enseignants, tout le monde, de manière unanime, a demandé le retour à la semaine des 4 jours. Donc on avait, dès l'année qui a suivi, on était revenu à une semaine de 4 jours, mais c'était une exception qui était reportable. Donc là, est-ce que là c'est définitif ou il faudra encore légiférer Aujourd'hui, il faudra encore le revoter pour l'instant dans 3 ans, mais je ne sais pas si ça ne va pas changer. Ok. Merci beaucoup, monsieur Delacour. Donc nous allons procéder au vote. Y a-t-il des contre? Ah, monsieur Altazin voulait dire un mot peut-être. Bon, j'imagine que dans ces écoles, donc le choix des horaires, parce que bon, il y a les jours et il y a les horaires aussi. Les horaires ont été définis d'une façon très concertée aussi avec les parents pour toutes les écoles. C'est des horaires qu'ils trouvent tous pratiques. Là, pour les horaires, en fait, on vous les a mis à titre indicatif, mais ils n'ont pas été soumis au vote. On vous les a rajoutés, mais c'est pas ça qui a été soumis au vote. Ce qui a été soumis au vote au conseil d'école, c'est uniquement le fait de rester à 4 jours. Ouais. Par contre, pour les horaires, monsieur Delacour pourra l'expliquer, mais il y a eu de gros débats, notamment pour Ferinacri et Prévert qui étaient face à face. Mais ça toujours, ça date d'il y a longtemps. Non, c'est vraiment des horaires qui sont adaptés à chaque école. Et vous voyez, d'ailleurs, elles n'ont pas toutes les mêmes horaires. Non, tout à fait. Ça reste un peu tôt à mon sens, mais enfin, moi, après tout, ce que j'en pense, le vent l'emporte, c'est pas grave. Donc voilà. Okay. Donc on vote, qui se lèvent tôt. Donc on vote pour les 4 jours du rythme scolaire. Ça a été voté dans le conseil, mais ça n'a pas été. Les horaires n'ont pas été votés. Les horaires n'étaient pas soumis à ça, en fait. Très bien, je vous remercie. Non, merci. Les horaires étaient déjà de vieux horaires avant les TAP, donc on est revenu à la situation initiale en fait, qui avait été d'ailleurs mis en approbation au conseil d'école. Chaque conseil d'école a pris une position sur ces horaires-là. Il y a même eu un gros débat. Le seul changement, ça va être l'harmonisation des horaires avec Prévert et Ferinacri. Il y avait toujours eu un décalage. Maintenant, ça a évolué. Ils marchent ensemble, ce qui rend service à tout le monde. Merci beaucoup pour ces précisions. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour? À l'unanimité, je vous remercie. Hélène, délibération 17. Alors pour la 17, ça concerne le remboursement des tickets que les parents prennent sur e-ticket pour la garderie et la cantine. Donc c'est une délibération qui avait déjà été évoquée l'année dernière, mais celle-ci
est un peu plus détaillée et plus large parce qu'on a eu de nouveaux cas de remboursement cette année, notamment en raison de la crise sanitaire. Donc en fait, pour vous dire concrètement, là, on a des appels de parents qui ont encore 30, 40, 50, jusqu'à 80, 90 euros sur leur compte e-ticket. Alors pour les parents qui ont des enfants qui continuent d'aller à l'école, ils les conservent et c'est encore valable pour l'année suivante. Par contre, vous avez tous les cas des parents dont le dernier enfant ou le seul enfant passe en 6e et dans ce cas-là, l'argent est perdu. Vous avez aussi ceux qui déménagent en cours d'année, ceux qui souhaitent en cours d'année que leurs enfants n'aillent plus à la cantine ou à la garderie. Et puis on avait un cas particulier aussi cette année, c'est qu'à un moment, on a fait un appel à la solidarité aux parents pour leur demander de mettre moins leurs enfants à la cantine le midi pour limiter le brassage et pour qu'on puisse respecter au mieux le protocole. Et donc on a quand même beaucoup de parents qui ont encore de l'argent sur leur compte e-ticket parce qu'ils ont répondu à notre demande de solidarité. Souvent, il y a des parents qui prennent tous les tickets dès le mois de septembre, en fait, qui prennent, voilà, pour pas être à court, parce qu'ils ont l'argent à ce moment-là, peut-être avec l'aide de la rentrée, et on a quand même beaucoup d'appels. Donc cette délibération nous permet de rajouter un cas ou deux supplémentaires par rapport à l'année dernière, et surtout, la dernière phrase de la délibération, ces mesures seront reconduites chaque année, nous permettra de ne pas l'avoir à revoter les années qui suivent. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions concernant cette délibération ? Non. Très bien, nous passons au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour? Merci beaucoup pour cette unanimité. Et nous passons au point 5, urbanisme. Délibération numéro 18, acquisition propriété du département. Dans le cadre du projet municipal que nous défendons, de l'aménagement de la liaison du Portel-Boningue, le chemin appartenait au département et ainsi que quelques parcelles. Nous sommes allés en négociation au département et je remercie ici le département et notre nouvelle conseillère départementale pour l'écoute favorable à cette démarche. Le département nous a proposé d'acquérir en plus du chemin et des 2 terrains attenants la parcelle du Val-Saint-Martin. Cette délibération est importante parce qu'elle va nous permettre de pouvoir engager rapidement les travaux d'aménagement. Et pour ceci, je laisserai Patrick présenter le phasage de cet aménagement. Le phasage d'aménagement qui est prévu sur le... Parce qu'on ne fait pas en tout d'un seul coup, il me semble. Non, alors, non, sur ce sujet, le sujet est complexe puisqu'en fait, on a plusieurs emprises foncières qui sont concernées. Je ne sais pas si on a déjà parlé à ce conseil. Si je me répète, dites-le-moi tout de suite. Pour que je sois plus court. On a plusieurs propriétaires en fait qui concernent cette voie verte. On a le département donc, qui a accepté de nous céder une partie des terrains, d'ailleurs pour un montant qui est inférieur à l'estimation des domaines. Donc l'affaire n'est pas si mauvaise. Mais on a également 2 propriétaires privés qui sont en amont. D'ailleurs on rencontre l'un des 2 au mois de juillet. En fait, les parcelles privées, elles se situent tout en haut, là, entre la route de Dèvres et les parcelles du département. Mais on a également en propriétaire foncier la ville de Boulogne, qui possède une partie des terrains, et pour une toute petite partie, le centre hospitalier. Et donc, c'est une opération de longue haleine, parce que ces acquisitions, elles ne vont pas se faire tout de suite. Donc, on rentre en négociation avec les différents opérateurs. Mais, alors, ce projet de voie verte, pour répondre à la question du maire, le phasage, on souhaite que cette voie verte soit réalisée pour la fin du mandat. On va procéder par tronçon. Et donc, le premier tronçon, on va pouvoir commencer à travailler sur ce premier tronçon, qui est à peu près au centre de la voie verte, grâce à l'acquisition de ces parcelles du département. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions, Patrick. Monsieur Delacour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, moi, je ne comprends pas trop sur le diagramme. Là. Il y a 2 parcelles en rouge. Tout ça, c'est le département ou pas là? Oui. Les parcelles en rouge sont les parcelles du département. D'accord. Le département nous a proposé de nous vendre le chemin du Portel-Boningue à l'euro symbolique. Et dans leur calcul, le Val-Saint-Martin représentait le montant théorique du chemin du Portel-Boningue. Donc, en fait... Comme nous n'avions pas prévu d'acheter le Val-Saint-Martin, ils nous ont mis dans la corbeille de racheter aussi cet espace qui aura un intérêt urbanistique pour les habitants de la rue Charles Gide et de la rue François Boulanger dans un autre moment.
que nous vous présenterons ultérieurement. Non, parce que c'est pas clair du tout. Hein. On voit un cheminement rouge, ça c'est l'ancien tracé du Portel-Boningue, là, tout à fait. Le petit Voilà. fil qu'on voit là, que nous avons acquis. Serpentin. On aboutit sur un terrain qui est en hauteur. Hein, et il y a un il est en terrain qui est en contrebas. contrebas. Il n'est pas en hauteur, il est en contrebas. En contrebas, ouais. Oui. Ouais, ça Si dépend où est le vous nord, vous apercevez, le chemin est le point le plus haut, donc le trait rouge. Le premier terrain attenant au chemin, ce sont les terrains de Biosol, maintenant les jardins du Boulonnais, avec qui nous allons passer un contrat, une convention, d'accord, et un bail pour l'exploitation. En dessous, vous avez la description de la rue Charles Gide et de la rue François Boulanger, et au-delà de ça, donc le long de la rue de l'Hôpital, vous avez les terrains du Val-Saint-Martin, qui était une propriété départementale que nous avons acquise. Alors, les deux terrains seront séparés. Vous allez faire Oui. deux jardins publics séparés, si je comprends. Non, alors le Val-Saint-Martin est déjà plus ou moins équipé. Le Val-Saint-Martin, c'est un autre intérêt de pouvoir l'acquérir. Il s'agira d'envisager d'aider les habitants de la rue Charles Gide à pouvoir créer de l'assainissement. L'acquisition là, des deux terrains, c'est combien? Parce que vous parlez de 95 000 euros, 94 494,60 euros, exactement. Après, Alors que l'estimation des domaines était, Patrick, de 137 000. Je pense que vous aviez budgété 800 000 euros là, pour ça, ce truc-là. Alors, on a budgété 800 000 euros sur une globalité d'acquisition. Il nous reste deux ou trois parcelles à Boulogne à acquérir, plus 2 parcelles privées à acquérir, et les 800 000 euros, c'est pour l'aménagement, c'est pas pour toute l'acquisition. Bon, enfin, faire les choix désagréables, je trouve que c'est quand même très cher. Autant les acquisitions, vous les avez pas eues pour... C'est pas... Vous êtes bien... Vous en tirez bien, mais par contre, l'aménagement, je trouve ça hors de prix. Après, c'est votre projet. Hein. Moi, personnellement, c'est pas une priorité. Autant le point de restauration, je trouve ça très bien, et il faut le faire très vite. Là, je trouve que c'est de l'argent inutilement dépensé. Voilà, c'est mon point de vue. C'est votre point de vue, mais vous n'invitez pas Ostrov, et je pense que les gens d'Ostrov, quand ils nous rencontrent, sont plutôt satisfaits de savoir qu'ils vont avoir un cheminement piéton et vélo adapté et qu'ils pourront utiliser toute l'année. Voilà. On verra. Oui, appuie sur ton bouton. Oui, s'il vous plaît. Le micro de Guillaume ne fonctionne pas, s'il vous plaît. 1, 2. Après, l'inscription budgétaire de 800 000 euros, c'est une simple inscription budgétaire. Tout ce qui est aménagement et études d'aménagement, c'est en cours, puisque le mandat vient de commencer, on s'est inscrit au dispositif Petite Ville de demain. C'est une inscription prévisionnelle. C'est pas dit qu'il y aura 800 000 euros d'investissement. C'est une inscription budgétaire. Après, comme on l'a vu là pour la décision modificative, il y a des inscriptions budgétaires qui ont été revues à la baisse parce qu'on a fait baisser l'emprunt, parce qu'on a eu des subventions. Voilà, on a préféré faire une inscription budgétaire sur le plan pluriannuel d'investissement qui soit ambitieuse pour dire d'avoir un réel outil qui bénéficiera à tous les habitants. Maintenant, c'est pas dit que ça soit 800 000 euros globaux. Merci beaucoup. Monsieur Altazin. Oui, ben je suis habitant d'Ostrov, justement, et c'est un lieu pédestre et de circulation cycliste que j'utilise parfois, à mon plus grand plaisir. Je le trouve aujourd'hui très sauvage et bucolique. J'espère qu'il conservera cet aspect quand même. Alors, le plus possible. Oui, mais je me doute. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en tant que... C'est peut-être un peu naïf ce que je vais dire, hein, mais en tant que contribuable, j'allais dire, français du département du Pas-de-Calais et de tout ce qu'on veut, j'ai l'impression que je paye 2 fois. Parce que c'est qui le département? Comment ça remonte évidemment à très longtemps, la propriété, j'imagine, du département sur ce lieu, puisque quand le Portel-Boningue était exploité, c'était peut-être déjà la propriété du département, je ne sais pas très bien à cette époque. Mais et donc, j'allais dire, ma question est aussi bête que cela, mais pourquoi est-ce qu'on ne leur rachète pas pour l'euro symbolique? Parce que le département, il fait quand même une affaire, entre guillemets, puis il aura pu à s'en occuper. Enfin, je veux dire, on est sur la commune de Saint-Martin. Voilà ma naïve déclaration. Parce que lorsque c'est interdit par la loi, primo, et second... Un euro symbolique. Non, on ne peut pas acheter à l'euro symbolique les territoires comme ça. On achète au prix du marché. France Domaine existe pour nous donner une valeur.
Et nous devons respecter cette valeur, que ce soit la région, l'État, on rachète pareil. Et parfois l'État est même très subtil dans ses façons d'opérer avec nous. Donc voilà, c'est tout. C'est la règle, on la respecte. C'est la règle. Bon, je ne la connaissais pas, mais donc partout, toute cession d'un bout de terrain fait l'objet toujours d'un achat? Toujours. Entre des collectivités territoriales? Toujours. 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 Bon. Oui. Je chercherai dans ma documentation si... C'est toujours comme ça. Ok. S'il y a une jurisprudence, j'en serais heureux de la connaître. Sachez-le. Bien. D'autres questions concernant cette acquisition? Non. Nous allons donc pouvoir passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Des pour? Très bien. 26 pour et 7 abstentions. Nous ne prendrons pas en compte le goéland. Et nous en avons donc... Et 27 alors, 27 participants. Nous en avons terminé avec ce conseil municipal. Et avant de le clore, j'aimerais ici que les membres siégeants applaudissent l'ensemble des équipes techniques qui nous installent une très belle salle de conseil municipal, ainsi que l'ensemble des équipes municipales qui nous fournissent les documents les mieux possibles et nous permettent d'assurer le bon fonctionnement. Donc merci. Il me reste à vous remercier et à vous souhaiter, pour ceux qui vont pouvoir le faire, de bonnes vacances. Et nous nous retrouverons très probablement au mois de septembre. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.